Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue. Pour assurer la qualité du baccalauréat, l'Office du baccalauréat des équivalences des examens et concours du supérieur OBEX envisageait un projet de réforme du dispositif du baccalauréat pour les prochaines années. Ce projet, qui a enregistré l'adhésion et l'implication des différents acteurs, sera soumis à l'appréciation des autorités compétentes en vue de son adoption pour les années à venir. C'est partant d'une évaluation des forces et faiblesses du dispositif du baccalauréat que l'OBEX, Office du baccalauréat des équivalences des examens et concours du supérieur, a nourri des réflexions en vue d'un projet de réforme du baccalauréat, une initiative qui a vu l'implication et l'adhésion des différents acteurs. Dans ce projet de réforme figure la création des centres de correction qui présentent plusieurs avantages. Le point essentiel de cette réforme, c'est la création des centres de correction qui existent déjà dans certains pays voisins. Un des avantages, c'est le gain en termes de temps d'organisation des examens du baccalauréat. Deuxième avantage, une fois dans les centres de correction, quand les présidents finissent, n'est-ce pas, d'administrer les différentes épreuves, voyez, le travail d'un certain nombre d'acteurs s'arrête à ce niveau. Les présidents vont descendre dans les centres de correction où ils vont trouver de nouveaux acteurs que nous avons appelés les coordonnateurs des centres de correction. Dans toutes les régions, nous avons 3 points focaux. Un de l'université, un du ministère de l'Éducation nationale et un du ministère de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle. Ce sont ces gens-là qui vont coordonner les centres de correction. Ils sont appuyés par des superviseurs. Les superviseurs qui sont les inspecteurs pédagogiques et les conseillers pédagogiques, qui sont quand même des acteurs clés du système éducatif, qui sont absents de l'organisation des examens du baccalauréat. Ce sont les encadreurs pédagogiques. Donc, c'est eux qui vont superviser les corrections des copies. Ils vont assister à la correction de l'épreuve et ils ont un regard sur la correction des copies. Donc, ce qui va améliorer la qualité de la correction. Ce projet de réforme supprime également le second groupe, toute chose qui permettra de garantir davantage la qualité du diplôme. Avec ce dispositif que nous envisageons, le candidat peut réclamer jusqu'à 3 copies. Pourquoi 3 copies? Quand on regarde l'ensemble des séries, dans toutes les séries, il y a plus ou moins 3 matières fondamentales. Et cette réclamation, elle est ouverte à tous les candidats, que ce soit les candidats récalés ou des candidats qui sont admis. Alors que dans le dispositif que nous avons, sauf les candidats refusés qui sont récalés, peuvent réclamer. L'autre aspect, c'est la suppression du second groupe que nous proposons pour que le dispositif soit efficace. Parce que s'il faut faire un aller-retour, ce n'est plus nécessaire, ça va encore allonger le temps. En demandant la suppression du second groupe, cela suppose qu'il faut réfléchir sur une moyenne pour repêcher. Aujourd'hui, dans tout le système éducatif, du primaire jusqu'à l'université, il y a quand même un seuil à partir duquel on peut repêcher tout en sauvegardant la qualité. Ce projet de réforme du baccalauréat qu'envisagerait l'OBEX ne vise que l'efficience et l'efficacité. Aussi, sa mise en application n'est pas envisagée pour cette session 2026. C'est un projet qui sera remis aux autorités compétentes en vue de sa validation pour les années à venir. À quelques jours des examens du CFEPD et du BEPC, les établissements sont en pleine effervescence. Entre révision intensive et pression des candidats, l'heure est désormais au dernier réglage. Pour constater l'état des préparatifs, nos reporters Fourera Hamadou et Daoud Abdou ont visité quelques écoles primaires et collèges.
À quelques jours du coup d'envoi des examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD et du brevet d'études du premier cycle BEPC, l'heure est au dernier préparatif dans les établissements scolaires. Du côté des enseignants, l'accent est mis sur les réglages administratifs et les révisions de dernière minute. Par rapport en fait aux préparatifs de l'examen, je peux vous dire qu'actuellement le programme est terminé. Le programme étant terminé, actuellement nous sommes maintenant en 3e A où le professeur est en train de faire des exercices de révision pour mieux maîtriser en fait le système d'évaluation. Dès la rentrée, on fait comprendre aux élèves que la première leçon, un sujet peut sortir de la première leçon. Et nous les appelons toujours à travailler comme d'habitude. Parce que je dis tous les jours aux élèves que seul le travail peut. Par rapport donc au jour J, il faut que les élèves se maîtrisent. Et si on nous donne un sujet, j'ai toujours eu à dire aux élèves, lisez une fois, 2 fois, et la 3e fois, vous allez commencer à faire le brouillon. Par rapport aux préparatifs, vraiment, nous disons Dieu merci, parce que nous sommes à un niveau vraiment où nous-mêmes, nous sommes sûrs que par la grâce d'Allah, les enfants sont prêts. Le programme a été bien exécuté et on a eu le temps aussi de prévoir des séances de révision après l'exécution du programme. À tous les candidats, tout d'abord, je leur souhaite bon courage et bonne chance. Ce n'est pas facile, on le sait, mais de persévérer. En tout cas, tout est fait prêt pour que nos élèves puissent affronter les épreuves avec beaucoup de courage et aussi beaucoup de détermination. Quand on sait que les programmes sont exécutés à 100% et mieux actuellement, nous continuons ce qu'on appelle la veille académique pour permettre à ce que ces élèves-là affrontent les épreuves avec courage et aussi avec résilience. Et mieux, il y a aussi un certain nombre de révisions qui sont en train d'être apportées pour qu'on puisse faire les dernières retouches afin de toucher le maximum des candidats. On a fait les derniers cours, on leur a montré tout ce qu'il fallait, comment se comporter, tout cela, afin qu'ils puissent vraiment briller à l'examen. Donc maintenant, la balle est entre les mains des parents, parce qu'il faudra que le lundi, qu'ils nous amènent les enfants assez tôt, et vraiment sans être stressé, parce que déjà l'examen en lui-même il stresse. Donc voilà, pour le moment, on est fin prêt. Quant aux candidats, ils multiplient les efforts pour consolider leur acquis et aborder cette période avec confiance et inquiétude. On a appris nos leçons, on traite nos exercices, on a fermé des groupes d'exercices. Et on est prêt toujours. Le conseil que je vais donner à mes camarades, je vais les dire de réviser leurs leçons et de traiter des exercices. Je suis en train de préparer ma fiche de révision. Je fais des petits groupes avec mes amis après les cours scolaires. Et on revient à l'après-midi pour faire des exercices avec le professeur. Et pour les candidats, je donne un petit conseil, il faut serrer les ceintures. Il faut toujours être prêt, il ne faut pas lâcher. Je suis prête à affronter les épreuves qui viendront. Je conseille tous les candidats de réviser et de donner à fond pour réussir l'examen. Je suis plus que prêt à relever le défi, à me présenter au BPC et à réussir. Je vous conseille de réviser, de prendre vos leçons et de vous exercer pour être fin prêt le jour J. Après plusieurs mois d'apprentissage et de préparation, les candidats s'apprêtent donc à franchir une étape importante de leur parcours scolaire. Entre engagement des enseignants et détermination des élèves, tout est mis en œuvre pour garantir de bons résultats. Situé aux abords du fleuve Niger, le village de Tondibia est un lieu où se mêlent traditions, activités économiques et communautaires entre agriculture, pêche et transport fluvial. Les habitants développent plusieurs activités pour assurer leur quotidien. Cette immersion nous conduit à la découverte de ce village, de son histoire, de ses réalités et des défis auxquels font face ces populations. Regardez. Situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, le village de Tondibia, peuplé d'environ 3000 habitants, est à 15 km au nord-ouest de Niamey. Il est limité par les villages de Gabgoura au sud-est,
Soudoure au nord-ouest, Goudel à l'est et par le fleuve Niger au sud. Le village de Tondibia serait fondé vers la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle par Sa Idrissa, dit Sa Sirfi venu de Dosso. Ça s'installa d'abord aux environs de l'actuel village de Conseil où le lendemain, le chef de Goudal vint lui demander de quitter son territoire après une journée de discorde. Il lui fit comprendre qu'il attend un compagnon de route qui serait un génie guide. Sur ce, ils ont conclu un pacte. Sur l'activité du génie guide, il alla s'installer près d'un plateau de rochers, actuelle carrière de Tondibia, qui est sa destination dont le sommeil est noirci. Après inspection de la bourse, il informa les populations de Goudal de sa destination finale et prit en mariage une de leurs filles. Ainsi fut fondé le village de Tondibia qui signifie rocher noir en raison de son sommeil noirci. Ici, nous vivons en parfaite harmonie. Nos grands-parents étaient des chasseurs et des agriculteurs. Mais de nos jours, l'agriculture ne plie comme avant à cause des terrains construits et du fleuve qui emporte les plantations. De même que pour la pêche, le fleuve ne produit plus assez de poissons à cause de l'ensablement. Aujourd'hui, nous vivons du commerce et de la vente des pierres cassées. La population de Tondibia est composée de Zarma, Hausa, Pel, Toubou, Beriberi et Touareg. Le village de Tondibia est connu pour son célèbre marché hebdomadaire qui regroupe plusieurs localités, mais aussi et surtout pour la présence du groupement d'instruction qui d'ailleurs apporte un soutien indéfectible à la population. La présence du groupement d'instruction de Tondibia nous est bénéfique. Leur centre de santé nous est ouvert à tout moment. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin de trouver des solutions à nos différents problèmes. Par exemple, en nous aidant à construire des digues, en nous trouvant un espace adapté à notre marché afin qu'il puisse s'animer tous les jours. À l'endroit de la population, nous les invitons à prendre conscience en travaillant beaucoup. Aujourd'hui, le village poursuit son évolution tout en conservant son attachement aux traditions, à son environnement naturel et aux activités qui font vivre sa population. L'histoire de Tondibia demeure ainsi un patrimoine précieux porté par la mémoire de ses anciens. À travers leurs récits, le village continue de préserver son identité tout en avançant face aux changements du temps. La malnutrition infantile demeure un enjeu crucial de santé au Niger. Selon les spécialistes, elle touche une proportion importante d'enfants dans la tranche d'âge allant de 0 à 5 ans. Dans ce reportage, nos reporters Zainabou Boubacar et Daoud Abdou nous présentent les moyens efficaces de prévention de la malnutrition, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Suivez. La malnutrition infantile est l'ensemble des troubles nutritionnels qui affectent les enfants lorsqu'ils ne reçoivent pas une alimentation suffisante, équilibrée ou adaptée à leurs besoins. Au Niger, la malnutrition demeure un enjeu majeur de santé publique. 3 types de malnutrition infantile, notamment la malnutrition aiguë, donc qui est un faible poids par rapport à la taille. Vous avez également la malnutrition chronique, qui est une faible taille par rapport à l'âge, et l'insuffisance pondérale, qui est donc un faible poids par rapport à l'âge. Nous avons plusieurs causes de la malnutrition aiguë, celle qui fait l'objet de la prise en charge chez nous. Vous avez ce qu'on appelle les causes immédiates, sur lesquelles nous allons nous prononcer, qui sont liées directement à l'enfant en question, à savoir une mauvaise alimentation, une alimentation inadéquate et les maladies. Après, nous avons une cause sous-jacente qui est liée donc au ménage, à savoir l'insécurité alimentaire, une mauvaise alimentation et l'accès aux soins de santé.
Des mesures idoines sont à prendre pour prévenir la malnutrition, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Pour la prévention, il faut dire qu'il faut qu'il y ait une alimentation adéquate, c'est-à-dire à la naissance, un allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, une introduction appropriée d'une alimentation de complément en tenant compte du besoin du jeune enfant. Bien, en ce qui concerne le soin de santé, il faut veiller à amener l'enfant à des consultations nourrissons, à identifier tout ce qui est perturbation en lien avec la santé de l'enfant. En ce qui concerne les causes sous-jacentes, il faut améliorer la production alimentaire de ménages, ce qui veut dire que amener les ménages à être en sécurité alimentaire, ce qui va permettre aux vulnérables, à savoir les enfants, d'avoir une alimentation appropriée et également accéder à des services de santé. En ce qui concerne la persistance de ce phénomène, la malnutrition, il faut dire que c'est un phénomène qui est d'actualité malgré les interventions. Donc c'est le problème en question qui est en train d'être solutionné. Or, nous pensons qu'il faut mettre plus l'accent sur la prévention parce que la malnutrition laisse toujours des séquelles au niveau des enfants, même après traitement, même si les paramètres anthropométriques et la santé sont au rendez-vous. Alors l'enfant peut finir avec un retard de développement, ce qui entraîne le plus souvent un retard de croissance ou bien un retard psychologique. La prévention de la malnutrition nécessite donc une mobilisation collective pour garantir à chaque enfant une alimentation saine et équilibrée. À Niamey, le retapage des véhicules impose comme une solution économique pour de nombreux automobilistes. Dans les garages de la capitale, les mécaniciens redonnent une seconde vie aux voitures usées. Le reportage est signé Raïla Ibrahim et Daouda Abdou. Dans de nombreux garages de la ville, il y a une seconde vie qui commence pour des voitures usées que l'on croyait condamnées. Des anciennes voitures immobilisées depuis des années reprennent peu à peu forme entre les mains de tauliers passionnés. Cette pratique est devenue courante. La hausse des prix des véhicules neufs pousse de nombreux automobilistes à s'investir dans la rénovation plutôt que dans l'achat. Pour les tauliers, ce travail demande de la créativité, de la patience et un savoir-faire. Il y a des voitures qu'on a arrangées qui sont toutes neuves. Par exemple, ça là. C'est une voiture usée, qui est très usée même, qu'on a arrangée. C'est la meilleure méthode pour, au lieu d'aller en Europe, plutôt en Europe que de Cotonou, bien Lomé, ils retapent les voitures, les revendeurs. Je suis un électricien auto. On peut faire des retapages de véhicules ici en normal, en taulier, peintre, chapeautement, suspension. On a les possibilités de réparer tous les véhicules, quelles qu'en soient les marques. Mais ici à Niamey, le souci qu'on a est que c'est le manque de pièces. Donc la raison est qu'on prend les véhicules amenés à l'extérieur. Mais là maintenant, Dieu a facilité tous les problèmes qu'on a ici. On commande, les commandes ça fait au moins 2 jours et ça arrive et puis on monte. Et dès qu'on monte fini, on démarre la voiture. Mais ce qu'on veut à la population, c'est d'aider, avoir la confiance avec les garagistes. Ces voitures retapées attirent les regards. Elles témoignent d'un esprit de débrouillardise dans un contexte économique exigeant. Retaper une ancienne voiture devient un acte à la fois pratique et symbolique. Aujourd'hui, tu vas voir des véhicules accidentés que la personne même ne peut même pas comprendre que c'est retapable. Une fois qu'on les amène ça, c'est des gens qui cherchent des tôles pour réparer ces véhicules. Par exemple, même si tu essaies de filmer dans le garage, tu vas voir. Voilà. Donc vraiment, c'est des gens qui font du bon travail. Il y a des voitures qui sont tellement usées et d'autres accidentées. On les amène ici pour les retaper. Moi personnellement, j'ai amené ma voiture pour la faire retaper. Retaper plutôt que remplacer, pour beaucoup dépasse les simples choix économiques. C'est une façon de faire durer, de valoriser le savoir-faire local et de démontrer l'expertise et détermination. L'ancienne peut encore toujours tracer sa route vers l'avenir.
Voyons avant de clore ce journal ce qui fait le reste de l'actualité internationale de ce jour. Kenya, les chauffeurs routiers appelés à la vigilance face à Ebola. Le Soudan du Sud rapatrie vers le Vietnam un détenu du programme d'expulsion américaine. Coupe du Monde, les supporters marocains célèbrent leur victoire 1-0 face à l'Écosse. Toujours la Coupe du Monde 2026, Brésiliens et Haïtiens fêtent ensemble malgré la défaite des Grenadiers. Le monde en bref, c'est dans une sélection commentée par Zainabou Boubacar. Au Kenya, les contrôles sanitaires sont renforcés auprès des chauffeurs routiers. Leurs véhicules chargés de marchandises quittent chaque jour Nairobi à destination de plusieurs pays, dont l'Ouganda et l'Est de la RDC en proie à l'épidémie d'Ebola. Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo s'est élevé à 896, dont 232 dossiers, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires du pays. Face à la donne, les conducteurs longue distance disent avoir changé leur habitude au point frontalier. Selon les experts, les chauffeurs routiers ont toujours constitué un maillon essentiel du commerce régional. Mais leurs nombreux déplacements d'un pays à l'autre favorisent également la propagation des maladies infectieuses si les mesures appropriées ne sont pas respectées. Les autorités kenyanes ont renforcé les systèmes de surveillance aux principaux points d'entrée et travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires pour prévenir la transmission transfrontalière. À Juba, capitale du Soudan du Sud, les autorités ont confirmé le retour vers le Vietnam de Tuan Pang, 44 ans, après plus d'un an de privation de liberté. Ces derniers avaient été transférés en Afrique dans le cadre d'un programme d'expulsion vers des pays tiers initié par l'administration américaine, visant des ressortissants étrangers ayant purgé leur peine pénale aux États-Unis. Selon le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères, ces rapatriements s'inscrivent dans un processus qualifié de fluide, légal et volontaire, visant à envoyer vers leur pays d'origine les personnes concernées. Son porte-parole, Agog Anyar, a affirmé que les autorités travaillent jour et nuit pour organiser ces retours dans le respect des procédures en vigueur. Les supporters marocains ont fait la fête vendredi dans le Massachusetts après la victoire 1-0 de leur équipe face à l'Écosse lors de leur deuxième match de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas ont marqué le coup en moins de 2 minutes grâce à un but d'Ismaël Seybari inscrit après seulement 72 secondes de jeu. Après un match nul 1-1 contre le Brésil lors de leur premier match du tournoi, le Maroc occupe désormais la tête du groupe C à égalité avec le Brésil. La victoire du Maroc permet à l'équipe de conserver l'espoir de se qualifier pour une deuxième phase à élimination directe consécutive. Mais les supporters ne tiennent rien pour acquis. Le Brésil s'est imposé 3-0 contre Haïti lors de la deuxième journée du groupe C, en phase de poule de la Coupe du Monde. Hier soir, les supporters des équipes nationales de football ont fait la fête ensemble en sortant du Lincoln Financial Field de Philadelphie aux États-Unis. Cette Coupe du Monde qui redonne de la joie à Haïti en proie à la violence des gangs. Sur le terrain, les Grenadiers ont résisté presque une moitié de mi-temps avec les moyens du bord face à une équipe du Brésil. Malgré la victoire, peine encore à convaincre en ces débuts de compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.